Bienvenue à ce 35e hub consacré à la gestion alternative des eaux pluviales. Nous étions 150 inscrits à participer à cet échange. Pour l'instant, 90 à peu près connectés. Donc on voit que ce sujet intéresse et c'est très bien. Alors les circonstances nous ont conduit à proposer ce hub en distanciel. C'est une première, mais cela nous permet d'accueillir beaucoup de personnes de toutes les régions de France et c'est très bien. Je vous demande peut-être de couper les micros pour ceux qui, pour l'instant, n'ont pas la parole. Merci. Donc, SCE, depuis l'origine, accorde une forte importance à l'innovation, à l'expérimentation, au partenariat, aux échanges. On considère que dans la période que nous vivons actuellement, il est encore plus important de maintenir ces échanges. Je tiens à remercier particulièrement tous les contributeurs à la préparation et à l'animation de ce sujet et souhaiter une bienvenue particulière à notre invité danois Martin Sorensen qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole pour animer ce hub à François Gérin, donc, qui a piloté le montage de cette opération. À toi, François. Oui, merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais animer ce hub un peu exceptionnel dans son format. Donc je ne serai pas tout seul à la fois à animer et à intervenir. J'irai par ordre d'apparition dans ce hub. Donc il va y avoir Ludovic Peridi, qui est responsable du domaine environnement des aménagements, qui va intervenir en premier lieu après moi pour recontextualiser le sujet de la gestion alternative des eaux pluviales. Ensuite, moi, je réinterviendrai pour vous présenter le groupe de travail interne SCE qui travaille sur ce sujet depuis maintenant plus d'1 an. Et c'est ce groupe de travail qui est à l'origine et à l'initiative de ce hub d'aujourd'hui. Ensuite, nous aurons donc une intervention d'Olivier Vignoul, qui est dans l'activité infrastructure ou assainissement, qui est basée sur notre agence de Marseille et qui interviendra sur le sujet de la désimperméabilisation. Puis nous enchaînerons sur une intervention de 2 personnes de notre agence de Lyon, qui sont dans le domaine que je pilote, infrastructure urbaine, donc Arnaud Bélier et Lydie Talwarn, qui interviendront sur un sujet, les tranchées de Stockholm, qui est un procédé de gestion alternative des eaux pluviales qui vient donc de Norvège, comme son nom l'indique, et qui est mis en œuvre aujourd'hui sur une opération lyonnaise. Et puis, nous terminerons donc par l'intervention de Martin Sorensen, qui travaille dans le service des eaux de la ville d'Odense au Danemark et qui nous fera un retour d'expérience également sur la mise en place de dispositifs opérationnels dans le cadre de ces missions. Pour m'aider dans l'animation de cette réunion, il y a Justine Hénonin, qui est directrice de projet en hydraulique urbaine et qui prendra en compte vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions au fil de l'eau des interventions dans le chat de Teams. Et puis, on fera en fonction du timing sans doute une première prise de questions à l'issue de l'intervention d'Olivier Vignoul et puis peut-être une deuxième à l'issue de l'intervention d'Arnaud Bélier et Lydie Talwarn en fonction du timing, puisque Monsieur Sorensen a un agenda un petit peu contraint, donc il doit nous rejoindre vers 18h15 et il nous quittera après. Donc, on prendra également les questions concernant son intervention à suivre de son intervention. Juste pour vous rappeler quelques règles simples, je pense que maintenant tout le monde est un peu rompu à ces règles de conférence ou de webinaire sur Teams. Alors, première information, c'est qu'on enregistre ce web puisqu'on souhaite pouvoir le mettre à disposition en ligne aux personnes qui n'auront pas pu être présentes aujourd'hui. Effectivement, on attend près de 150 personnes, mais il y a peut-être des gens qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cet enregistrement. Effectivement, pendant les interventions, merci de couper vos micros et caméras. Après chaque intervenant,
bien sûr, activera son micro et sa caméra en fonction de ses interventions. Et puis, je l'ai déjà dit, hein, mais utilisez le fil de conversation pour poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions vraiment au fil de l'eau, comme elles vous viennent. Et puis ensuite, on en fera une synthèse pour y répondre au mieux. Donc, je vais passer la parole à Ludovic. Oui, bonjour à tous, merci François. Donc, cette mise en contexte se pose avec deux questions. On a donc une première question, c'est quoi la gestion alternative des eaux pluviales? Bon, c'est une solution donc multifonctionnelle qui vise à maîtriser le ruissellement en stockant donc l'eau à la source et en infiltrant l'eau à la source au plus près de son point de chute. On est vraiment dans une réflexion où les aménagements, le support vert qui permet cette infiltration est positionné au plus près de la route, au plus près des cheminements piétons, au plus près du bâti, afin d'éviter en fait des volumes d'eau qui viennent gonfler les réseaux en aval. Donc on est vraiment dans une réflexion très proche de l'aménagement. Autre question qui se soulève, c'est pourquoi faire une gestion alternative des eaux pluviales? Donc, sous thématiques. La première, c'est la politique locale. On voit au travers de nos projets que la gestion de l'eau, d'un point de vue qualité et quantité, est un enjeu de plus en plus fort pour les maîtres d'ouvrage, qui sont donc initiateurs, responsables de projets d'aménagement du territoire. Nos maîtres d'ouvrage en fait, sont donc soucieux de plus en plus aux aléas donc, climatiques qui peuvent impacter les biens, les personnes, et aussi soucieux des milieux récepteurs par rapport à la préservation de leur qualité. Autre point qui ressort aussi, c'est la question du risque. L'augmentation des surfaces imperméabilisées, l'expansion urbaine et aussi fortement la canalisation des écoulements sont à l'origine d'inondations qui sont liées à des aléas de plus en plus récurrents. On l'a vu malheureusement donc, dans le sud de la France. Et ces événements sont de moins en moins rares. Donc on a aussi un aléa qui est important à prendre en compte. Je peux changer de merci. Sur la partie donc, pollution, c'est un enjeu qui est donc très fort. On le retrouve au travers des rejets urbains en temps de pluie, qui ont une incidence très forte sur la qualité des cours d'eau. C'est vrai que cette pression sur les milieux récepteurs se traduit au travers, par exemple, des déverseurs d'orage, dans le cas des réseaux unitaires, quand on a des fortes pluies, on a donc des réseaux qui sont saturés, ils sont avec des volumes d'eau importants, qui arrivent à la station d'épuration, qui ne peut pas être traité par la station d'épuration. Et de facto, il y a des déversoirs qui sont mis en place en amont pour rejeter directement vers le milieu récepteur, et donc sans traitement, et avec un impact qui peut être très fort sur le milieu récepteur. Les réseaux aussi séparatifs qui parfois n'ont pas d'ouvrage de gestion des eaux pluviales avant rejet vers le milieu récepteur, qui automatiquement la pollution est directement transmise vers les cours d'eau. On a aussi l'aspect économique. La maîtrise du ruissellement à la source est une alternative intéressante de gestion des eaux pluviales donc, à l'aval, pour réduire les coûts de transport, d'évacuation des eaux pluviales jusqu'au milieu naturel. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, automatiquement, plus on gère des volumes d'eau en aval, plus on fait des ouvrages qui sont importants, avec des coûts de travaux, des coûts d'exploitation, d'entretien qui sont très lourds pour la collectivité. On a aussi le sujet là, par rapport à l'hydrogéologie. Donc, en évitant au maximum le ruissellement, la canalisation et en favorisant l'infiltration des eaux, automatiquement, on favorise l'infiltration des eaux qui permet d'alimenter les nappes. Et donc, on est dans une réflexion intéressante pour limiter leur assèchement. Et dernier sujet qui est intéressant aussi à mettre en évidence, c'est la nature en ville, la biodiversité qu'on va retrouver en cœur urbain. La gestion alternative des eaux pluviales est un support intéressant pour recréer des connexions entre différentes entités naturelles, pour créer des espaces verts qui sont intéressants pour la biodiversité. Et ils servent aussi de support pour d'autres actions, notamment pour améliorer le cadre de vie en zone urbaine, d'un point de vue confort, d'un point de vue promenade. Ça peut répondre aussi à des enjeux de santé publique pour offrir des espaces de respirabilité au sein des milieux urbains, et aussi de créer des zones de fraîcheur en période de forte chaleur. Donc la gestion de l'eau est une réflexion qui se fait à différentes échelles. On a l'échelle du territoire, d'un bassin versant, un projet d'une parcelle, donc on a vraiment des graduations à différents niveaux.
et qui peut aussi servir de support à d'autres politiques environnementales comme le SAGE, les plantes vertes bleues, etc. Voilà pour ces éléments de contexte, François. Oui, merci, merci Ludovic. Alors j'ai eu du fact-checking, je me suis emmêlé les pinceaux sur ma géographie. Donc Stockholm est en Suède et pas en Norvège, donc je tiens à m'excuser auprès de nos éventuels participants suédois de cette erreur. Donc je vais reprendre la main. J'ai évoqué tout à l'heure que l'organisation de ce hub a été portée par un groupe de travail interne à SCE. Donc c'est un groupe que l'on a mis en place il y a plus d'1 an maintenant, autour de ce sujet. Alors pourquoi la mise en place d'un tel groupe de travail? Bon, on le voit à travers les différents points qui ont été évoqués par Ludovic. On voit bien que ce sujet de la gestion alternative des eaux pluviales est un sujet très transverse, très pluridisciplinaire. Et c'est vraiment 2 points qui sont au cœur de l'ADN de l'entreprise, au cœur de notre travail au quotidien. L'autre point qui nous semblait important, une fois qu'on a réuni les différentes personnes qui constituent ce groupe de travail, c'est qu'on était tous convaincus des différents bénéfices que peuvent apporter les techniques alternatives sur la ville, sur la résilience de la ville, sur la qualité urbaine, sur le paysage, sur le confort de la ville, dans un cadre aujourd'hui qui est en train quand même d'évoluer très fortement en raison du dérèglement climatique. Et puis le troisième point, c'est une réponse à ces enjeux de dérèglement climatique. C'est une réponse à des évolutions également réglementaires, notamment sur toutes les évolutions liées au zéro artificialisation nette, qui sont des éléments qui sont de plus en plus pris en compte par les collectivités, par les directives des différents territoires, que ce soit à l'échelle des échelles départementales, des échelles communales ou intercommunales. Et puis à travers ça, c'est répondre aussi à l'attente, bien sûr, de nos clients, et puis j'irais de façon beaucoup plus pragmatique aux attentes des habitants qui ont besoin de trouver en ville ces qualités urbaines, ces qualités de confort thermique, paysagère, etc., qui participent à leur quotidien. Je parlais de pluridisciplinarité, donc on le retrouve dans ce petit schéma qui représente les 5 activités de SCE. Donc on voit qu'à travers ce groupe de travail, il y a 4 activités de SCE qui sont mobilisées. Donc les infrastructures urbaines ou les VRD pour être plus prosaïque, les ateliers UP+, à travers le volet paysage qui est inhérent à ces techniques alternatives, l'environnement bien sûr qui est un point important, et puis l'aspect calculatoire, modélisation à travers la mobilisation de l'activité infrastructure ou assainissement et du domaine infrastructure urbaine. Donc nous sommes 5 à composer ce groupe de travail. Vous voyez les noms qui sont affichés devant vous, et chaque personne en fait représente une de ces activités ou domaines qui sont présentes au sein de SCE. Donc je vous invite à noter les noms. Si vous avez besoin de revenir vers nous ultérieurement, vous n'hésitez pas à nous contacter. L'objectif de ce groupe de travail, c'est de promouvoir les techniques de gestion alternative. Donc ce hub fait partie de ces actions de promotion. Donc bien sûr en réponse aux enjeux environnementaux actuels et aux changements climatiques en milieu urbain, c'est vraiment le point essentiel de notre travail. Les actions, on est un groupe actif, on se réunit à peu près tous les 2 ou 3 mois. On s'appuie aussi sur des ressources internes, sur des stages et d'autres ressources qui nous aident à développer je dirais, nos réflexions sur ce sujet-là. Donc les actions, elles sont à la fois à visée interne. Donc, c'est sensibiliser nos équipes à la gestion alternative par des actions de communication. Donc, aujourd'hui, on devrait être à peu près sur les 150 personnes inscrites, moitié personnes extérieures à SCE et moitié collaborateurs de SCE. Donc, on voit bien tout l'intérêt que suscite ce sujet aujourd'hui chez nous. C'est l'établissement de bonnes pratiques internes de façon à ce que nos chefs de projet, nos chargés d'études, maîtres d'œuvre, etc., aient des méthodes communes dans la conception de ces dispositifs. C'est de la formation également de nos collaborateurs. C'est de la veille technique et commerciale. C'est l'élaboration d'une plaquette commerciale. Je pense que c'est aussi important de faire savoir à nos clients
nos compétences dans ce domaine, c'est l'identification et la valorisation de nos compétences et références, ce qui n'est pas forcément fait de façon suffisante aujourd'hui. C'est aussi des réponses à appels d'offres spécifiques. On voit de plus en plus des consultations autour des sujets de désimperméabilisation, de déconnexion de réseau, qui sont des sujets très connexes à la gestion alternative, et on a une forte attention sur ces points-là. Et puis c'est également se donner les moyens, donc à travers le dépôt d'un dossier sur de CIR, pour assurer sur des opérations, être capable d'assurer, d'avoir des moyens, d'assurer de l'expérimentation et du suivi. Et donc là, c'est aussi faire appel à nos maîtres d'ouvrage en disant qu'on est capable, au-delà de la conception, de vous accompagner, d'instrumenter et de suivre dans le temps les dispositifs pour voir quels sont les vrais bénéfices qu'on peut en tirer. Et puis le dernier point, ça c'est un sujet en cours, on est en train de monter un projet tutoré avec l'École centrale de Nantes, donc avec un groupe d'élèves ingénieurs pour travailler avec nous sur ce sujet, notamment sur les problématiques de dépollution. Donc je vais passer la parole à Olivier. Donc Olivier, je ne sais pas comment tu veux. Est-ce que tu veux prendre la main sur la présentation? Écoute, ou je déroule oui, je te propose de prendre la main. Bonjour à tous. D'accord. Olivier Vignoux, l'ingénieur hydraulicien au sein de SCE. Alors la présente intervention, ma présente intervention, elle fait suite aux différents échanges que je peux avoir avec les maîtres d'ouvrage publics, privés, qui nous font confiance en nous confiant des études en matière de gestion des eaux pluviales ou du risque inondation. Qui souvent me parlent des mesures de désimperméabilisation et d'infiltration comme la solution potentielle pour limiter le risque d'inondation sur des territoires qui sont avec des pluviométries très marquées. Donc, je vais me permettre, au travers de 2 cas de figure, de pouvoir apporter des éléments qui tempèrent ces ambitions. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Hop. Je demande le contrôle. François. C'est bon? C'est bon. Donc, excusez-moi. Alors, si l'ambition de rendre la ville plus perméable procure des avantages indéniables, que je rappellerai un peu plus tard dans cette allocution, ces solutions, elles ne suffisent pas pour limiter les inondations consécutives aux pluies intenses de certaines régions au contexte pluviométrique marqué, si elles ne sont pas associées, d'après moi, à des mesures de stockage-restitution. Les limites de ces dernières, elles peuvent être constatées au travers de 2 cas d'études. Le premier va nous amener au Vanuatu, où des bidonvilles sont inondés, et ce malgré un contexte géologique très favorable à l'infiltration. Le second, il se passera en milieu méditerranéen, où la comparaison des débits ruisselés pour différents pourcentages d'imperméabilisation montre que les limites d'efficacité des dispositions de désimperméabilisation pour les pluies intenses. J'insiste bien sur les pluies intenses, puisqu'on verra par la suite, devant l'intervention, qu'il y a tout à fait une grande légitimité à adopter ces mesures de désimperméabilisation dans des contextes plus favorables en termes de pluviométrie. Alors, diapositive suivante, parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas, le contrôle. Ouais, ça ne marche pas. J'arrête le contrôle. Est-ce que François... Voilà, merci. Donc, le premier cas d'étude, il reprend les enseignements qui ont été tirés d'une étude de préfaisabilité d'infrastructure qui a été engagée par les équipes internationales de SCE au Vanuatu pour améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles de la capitale Port Vila. Alors, le Vanuatu, c'est un État qui est situé en mer de Corail et qui fait partie de la Mélanésie. La Mélanésie, c'est situé à 540 km au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est de l'autre côté du globe. Le territoire il se distingue par un climat tropical avec de fortes pluviométries, des zones de relief qui comportent un grand nombre de zones endoréiques, qui présentent elles-mêmes des fortes perméabilités, puisqu'on peut mesurer des vitesses d'infiltration comprises entre 10-3 et 10-4. Au sein des bidonvilles, toutefois, il n'existe pas de réseau de drainage des eaux pluviales. Et on va voir qu'on a des problématiques d'inondation particulièrement récurrentes. Diapositive suivante. Voilà, merci. En se concentrant sur un des quartiers, donc, qui a une superficie de 12 hectares et qui draine un bassin versant de près de 22 hectares,
Il a été étudié la possibilité d'infiltrer les eaux de pluie pour éviter soit leur pompage coûteux en exploitation, soit la pose de conduites de drainage à plusieurs mètres de profondeur dans un terrain rocheux. Les surfaces d'infiltration requises pour différentes périodes de retour de pluie et 2 hypothèses de vitesse d'infiltration ont été calculées. Mais bon, ces surfaces sont importantes. Comme ça, à titre illustratif, pour une période de retour de 2 ans, il faudrait une moitié de terrain de football, et puis pour une période de retour 10 ans, un terrain de football entier pour pouvoir assurer l'infiltration par rapport aux débits qui sont mis en jeu. Et ces surfaces sont difficiles à localiser au point de vue foncier au sein des quartiers qui constituent le bidonville. Diapositive suivante. Face à l'impossibilité de trouver une solution basée uniquement sur l'infiltration, il a fallu trouver des solutions alternatives. La première, ça a été d'envisager la création d'un réseau de drainage disposant de multiples tranchées et puis d'infiltration. Cette solution nécessite toutefois la création ex nihilo d'un important réseau de drainage, peu avantageuse économiquement. Et en plus, en discutant avec les personnes sur place, on s'est aperçu qu'ils avaient un retour d'expérience de telles infrastructures qui avaient été mises en place dans d'autres quartiers de Port-Vila et pour lesquels ils avaient constaté une diminution rapide des capacités d'infiltration en raison du commettage précoce des structures et de fait énormément de contraintes de maintenance, relativement coûteuses également. Au final, face aux limites de ces premières solutions envisagées, une option retenue a consisté très classiquement à collecter les eaux aux points les plus bas de la zone ainsi que dans quelques rues principales seulement, puis à les évacuer vers la mer via un réseau de drainage. Donc c'est le premier exemple où les seules mesures d'infiltration n'ont pas permis, dès lors qu'on avait un contexte pluviométrique particulièrement sévère, de pouvoir assumer la protection contre les inondations. Le second cas d'étude nous ramène donc en France métropolitaine, en milieu méditerranéen, où une simple comparaison des débits ruisselés en fonction des pourcentages d'imperméabilisation montre les limites d'efficacité des dispositifs, là, cette fois-ci de désimperméabilisation pour des pluies intenses. Alors pour ce faire, nous retenons une opération, c'est une opération de création ou d'extension de ZAC. Au sein, donc on a choisi pour ce cas de figure le département des Bouches-du-Rhône sur Marseille. Elle a une superficie d'une dizaine d'hectares, donc c'est un cas fictif mais qui permet de bien vous présenter les résultats escomptés. Et on a procédé à de simples analyses hydrologiques pour des pluies d'occurrence 10 et 100 ans, utilisant les formules empiriques classiquement utilisées par les aménageurs, par les bureaux d'études. Et cette simple analyse va montrer une incidence mesurée des seules mesures de désimperméabilisation sur les épisodes pluvieux intenses en milieu méditerranéen. Donc, les méthodes retenues ont été la formule rationnelle, vraiment mise en œuvre pour toute étude VRD de ruissellement, et aussi la mise en œuvre d'un modèle pluie-débit sommaire basé sur la méthode du SCS, qui tout ça pour avoir deux formules qui donnaient, et on va voir qu'ils donnent des résultats à peu près comparables. 3 cas de figure ont été analysés, un état naturel pour ce projet d'une dizaine d'hectares, donc en considérant 0% d'imperméabilisation. Un état actuel où on a une activité qui s'est développée et qui aujourd'hui représente près de 60% d'imperméabilisation, et un état projet, avec un projet d'extension de ZAC classiquement envisagé sur nos territoires, où le taux d'imperméabilisation passerait à 92%, donc plus 30%. Donc vous voyez sur le tableau que les débits calculés par les deux méthodes donnent des résultats, enfin en tout cas on a des résultats qui sont comparables. Et ce tableau il est particulièrement intéressant parce que il montre deux choses. La première, c'est le triplement du débit de pointe maximum ruisselé entre l'état naturel, donc 0% d'imperméabilisation, et l'état projet pour une pluie décennale. Cette augmentation est seulement augmentée de moitié entre l'état naturel et l'état projet pour un épisode centenal. Ça vient du fait qu'en l'état naturel, la situation des sols, l'intensité des précipitations en cas d'orage majeur conduisent à des débits ruisselés significatifs, certes, mais inférieurs à ceux calculés pour un état aménagé, mais relativement peu différents en comparaison de l'évolution des taux d'imperméabilisation. Puisqu'on passe de 0,92% et le débit est augmenté seulement de moitié. L'autre enseignement,
c'est qu'on constate que l'accroissement de l'artificialisation des sols entre l'état actuel et l'état projet, donc plus 30%, s'accompagne d'une augmentation comparable des débits de pointe ruisselés pour l'événement décennal. Donc on voit qu'on a à peu près plus 20%, plus 30%. Si on a 30% de plus d'imperméabilisation, on a à peu près 30% de plus de débit ruisselé maximum calculé. Par contre, si on s'intéresse à l'événement centenal, on s'aperçoit qu'on a une augmentation qui est limitée à seulement 10%. Ce dernier enseignement est particulièrement intéressant puisqu'on peut faire le raisonnement inverse et on peut envisager que pour des puits rares exceptionnels, ici 100 ans, une diminution du taux d'imperméabilisation de 90 à 30% permet uniquement de réduire de 8% les débits ruisselés. Alors, une opération de désimperméabilisation de 30%, c'est déjà une opération qui est très importante. Si on ne veut pas remettre en cause, perturber significativement le fonctionnement d'une zone d'activité, d'une zone d'habitat. Mais on voit donc que pour ces pluies particulièrement intenses centenales, la diminution de 30% va représenter une diminution seulement de 8% des débits ruisselés. Les enseignements. Diapositive suivante, merci. Les enseignements que l'on peut tirer de ces deux cas de figure. Alors, la désartificialisation des sols et l'infiltration seules ne suffisent pas pour diminuer significativement les risques d'inondation des zones urbaines lorsque les événements d'occurrence rares exceptionnels sont particulièrement intenses. Il convient d'y associer des mesures de rétention, voire de drainage, pour permettre une réelle mise hors d'eau, quelle que soit l'intensité de la pluie. Ces mesures, elles doivent se définir projet par projet, à partir d'une analyse fine des phénomènes, tenant compte des particularismes locaux et des bonnes pratiques. À titre d'explication, la seule désimperméabilisation ne permet pas de prévenir significativement les inondations parce que on peut considérer que les niveaux de services rendus ne visent pas particulièrement la maîtrise et la gestion des inondations, mais plutôt la maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements. Si on fait référence aux événements cataclysmiques majeurs qui se sont produits dans les Alpes-Maritimes, que ce soit il y a un mois ou en 2019 sur Cannes et Mandelieu, on pourrait dire que ce n'est pas l'imperméabilisation des sols qui est à blâmer, mais c'est plus la non-maîtrise de l'urbanisation qui est à mettre en avant. La non-maîtrise de l'urbanisation, elle a comme conséquence d'augmenter l'exposition au risque pour les populations en les mettant en zone inondable, et puis de construire dans des axes d'écoulement. Mais dans le cas de figure de ces événements avec des pluies particulièrement intenses, des phénomènes météorologiques avec des probabilités d'apparition très rares, je dirais que le facteur imperméabilisation, si on s'en tient à des calculs, n'a pas eu un effet particulièrement catalyseur, en tout cas de très nette aggravation des phénomènes. C'est plus la non-maîtrise de l'urbanisation, le fait que certains territoires, on n'a pas suffisamment intégré le risque d'inondation, qui est à l'origine malheureusement, des dommages et des pertes en vie humaine qu'on a pu constater. Alors, maîtriser l'imperméabilisation des sols, ça offre également la possibilité aux acteurs locaux d'engager une réelle réflexion sur l'urbanisation de demain. On peut y intégrer des actions de lutte contre les effets du changement climatique, la préservation de la nature en ville. Les mesures, elles contribuent également à améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants. Et pour appuyer ces derniers arguments, je vous propose d'écouter la présentation suivante où mes collègues lyonnais avec lesquels j'ai pu travailler, donc ensemble, on a défini un projet de réaménagement ambitieux dans un contexte pluviométrique, certes, moins sévère puisque c'est au sein du Grand Lyon. Mais en tout cas, il est particulièrement ambitieux en matière de gestion des eaux pluviales, puisque au final, nous avons réussi à obtenir 0 rejet d'eau pluviale, y compris pour des pluies majeures, d'occurrence centenale, sur le territoire. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis bonne continuation pour ce hub. Merci beaucoup Olivier pour cette intervention. Donc j'avais suggéré le fait que des questions puissent être posées à travers le chat là, sur Teams. A priori, il n'y a pas de questions qui sont apparues, mais si jamais certaines personnes souhaitent
s'exprimer sur ce sujet en direct, c'est possible? Bon, a priori, personne ne souhaite s'exprimer pour l'instant, donc je vous propose de continuer. Effectivement, donc on va passer d'un sujet macro, hein, d'une réflexion à l'échelle d'une opération, à un sujet beaucoup plus micro, sur l'agglomération lyonnaise, par la mise en œuvre des tranchées de Stockholm, et Stockholm étant bien sûr en Suède et absolument pas en Norvège, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc Arnaud, Lydie, je vous propose de vous connecter. Je ne sais pas si vous prenez la main ou si je continue à faire défiler la présentation comme vous le souhaitez. Donc, je te propose que je continue à faire défiler les... D'accord, ok, très bien. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc nous on va vous présenter avec Lydie le projet de la ZAC des Terrasses, le projet La Clairière à Bron. Projet de ZAC de requalification urbaine d'une ancienne caserne militaire de 16 hectares au cœur de la métropole de Lyon. Avec les objectifs de ce projet, l'aménagement d'espaces publics qualitatifs, en prenant en compte l'environnement de la ZAC. Les espaces publics, c'est 6 hectares sur les 16, dont un parc, une place qui à terme accueillera un marché, des aires de jeu pour les enfants, mais aussi des adultes, et qui prend aussi des enjeux environnementaux avec la mise en place d'un réseau de chaleur à la ZAC, les plantations, l'économie circulaire et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la gestion alternative des eaux pluviales. Avec au cœur de tout ça quelques innovations pour recomposer des terres fertiles sur site, réutiliser l'ensemble des bétons de démolition et donc nos fameuses tranchées d'infiltration dites tranchées de Stockholm. Donc ces tranchées sont là pour répondre à plusieurs problématiques qui sont rencontrées notamment par les arbres en milieu urbain, qui sont le manque de nutriments dû à un sol qui est peu aéré et très compact, qui du coup ne facilite pas le développement racinaire de ces arbres, et un manque d'eau disponible pour eux, puisque avant d'arriver aux racines, l'eau est envoyée par des grilles dans des canalisations et envoyée parfois vers des stations d'épuration ou plus loin dans le milieu. Donc ça présente plusieurs intérêts pour les arbres, ça va donc pour des arbres en milieu urbain, pardon. Donc l'amélioration de la qualité de l'air, participer à diminuer l'effet de l'îlot de chaleur et au cadre urbain et au cadre de vie pour la population de ces quartiers. L'intérêt de l'arbre aussi pour la gestion des eaux de pluie, c'est participer à l'amélioration de la filtration des eaux dans le sol. Ça permet de filtrer une partie des polluants qui sont sur les chaussées et à plus long terme ou moyen terme, une meilleure couverture végétale du site, et donc ça participe aussi à réduire le volume d'eau à gérer au sol. Les tranchées de Stockholm ont pour objectif d'apporter un confort aux arbres en favorisant leur développement racinaire, l'apport en eau, l'aération du sol et la place accordée à leur développement. On a un objectif aussi sur ces tranchées de garantir l'importance des voiries, puisque dans le cadre de notre projet, ces ouvrages se trouvent sous des chaussées qui servent au stationnement pour la plupart. Lydie, je te passe la parole sur ce sujet. Bonjour à tous. Donc maintenant que Arnaud vous a présenté les principes majeurs de la tranchée de Stockholm, je vais m'intéresser un peu plus à la composition avec les 3 éléments majeurs de la tranchée, à savoir le mélange terre-pierre, qui est donc la couche sur le schéma de droite noté 4, qui est une couche qui reprend un peu les objectifs globaux de la tranchée de Stockholm, à savoir l'infiltration des eaux pluviales et leur stockage, le développement des racines de l'arbre qui ira à terme en dehors de sa fosse, et l'importance des chaussées.
L'indice des vides qu'on a estimé du coup pour le dimensionnement des tranchées sur la ZAC est à 0,1. Il faut savoir que c'est un indice des vides qui est dégradé par rapport à la réalité puisqu'on l'estime plutôt à 0,15-0,20. Vient ensuite au-dessus du mélange terre-pierre la couche d'aération qui, elle, permet les échanges gazeux, donc oxygène et dioxyde de carbone, au sein de toute la tranchée. Celle-ci ne comporte pas de vide, elle s'apparente un peu plus à une tranchée drainante et son indice des vides est de 0,3. À savoir aussi que la couche d'aération ne se trouve pas sous les fosses d'arbres, puisque en fait, sinon, ça aurait pour effet de capter les eaux de pluie, enfin l'eau nécessaire au développement de l'arbre. Donc, on l'a bien mis en dehors. Et enfin, le troisième élément, qui est le puits d'infiltration, donc on retrouve à droite sur le schéma, et qui lui permet de faire la jonction entre l'extérieur et la tranchée de Stockholm, que ce soit le mélange terre-pierre et la couche d'aération, et qui permet à la fois les échanges gazeux et l'approvisionnement en eau via une grille au-dessus. Je veux bien passer à la slide suivante. Donc, pour les adaptations sur la ZAC des terrasses, donc vous voyez ici le profil, un des profils de voirie de la ZAC, avec en bleu foncé du coup les tranchées de Stockholm qu'on a placées sous les stationnements. Donc on voit bien ce que je vous disais sur la couche d'aération qui n'est pas au niveau de la fosse, mais au niveau des voiries, puisqu'en fait, on a recouvert la couche d'aération au niveau des stationnements par un béton drainant. Donc ça fait partie des adaptations du site. Ah, je ne vois plus la présentation, je ne sais pas. Pourtant, elle est toujours là. Je ne sais pas si... Ah, ça y est, elle est revenue. Bon, d'accord. Ok. Donc en fait, sur cette coupe, on voit bien que la tranchée de Stockholm fait un peu un office de caniveau pour le reste de la voirie, caniveau entre guillemets. Et on voit aussi que les arbres et leurs fosses sont placés au niveau de la voirie et pas au niveau du trottoir comme ce qui est fait habituellement. Ça permet de mieux capter les eaux de pluie pour la tranchée. Je vais bien passer à la slide suivante. Du coup, comme je vous ai dit, pour les adaptations sur la ZAC, donc on a le revêtement en béton drainant. Et ensuite, au niveau de ce qu'on a appelé avant les puits d'infiltration, donc on a au niveau des points bas, on a mis des grilles plus classiques que ce qui était fait à Stockholm, qui est fait sur mesure. Et pour renforcer la capacité des tranchées, on a aussi mis des puisards. Donc on voit, c'est les cercles bleus qu'il y a au niveau du schéma. En fait, le schéma à droite, c'est la vue de haut d'une des voiries avec en jaune la tranchée de Stockholm. Et ce qu'on voit en bleu foncé, c'est les liens qu'il y a entre certaines tranchées, puisqu'en fait, on a fait des trous dans les tranchées pour permettre les raccordements de certains îlots et le passage des réseaux, puisqu'ils ne peuvent pas passer dans la tranchée. Au niveau des adaptations sur la ZAC des terrasses, on a aussi le fait que le mélange terre-pierre est fait en béton, enfin la tranchée en elle-même est faite en béton recyclé issus des démolitions du site. Donc c'est des bétons pour le mélange terre-pierre qui sont au diamètre 60-300 et pour la couche d'aération qui sont au diamètre 20-40. Et en fait, ça impose un point de vigilance supplémentaire qui est sur la qualité des bétons qu'on utilise, puisqu'il faut que ces bétons aient une qualité mécanique suffisante, donc pas de plâtre, pour pouvoir porter la chaussée, et une qualité chimique aussi qui permette le développement des arbres, donc éviter que le béton soit trop acide. Voilà, je te redonne la parole, Arnaud. Donc, quelques points de retour d'expérience sur la mise en œuvre de ces tranchées sur ce chantier. Il faut être vigilant sur la mise en œuvre du mélange terre-pierre et sa réalisation. Le mieux de le faire sur site et de le mettre en œuvre directement. Au coût aussi, qui est quand même plus important qu'une tranchée drainante classique, mais qui a à comparer de manière globale sur la ZAC, puisque par ailleurs on pose moins de tuyaux, moins d'ouvrages de type de regard, etc.
Un nivellement aussi qu'il faut travailler pour favoriser des espaces relativement plats et gérer les redans si on est dans des fortes pentes. Donc il faut plutôt être sur un terrain globalement plat. Vérifier la perméabilité du sol, donc via une étude géotechnique au début des études. Et aussi prendre en compte ce réseau comme un réseau bien à part entière, même si ce n'est pas des tuyaux comme on a l'habitude. Celui-ci doit faire l'objet d'un relevé topographique pour être intégré après dans le système du gestionnaire. C'est aussi en phase d'étude, parfois quelques difficultés selon les métropoles ou les villes, de faire communiquer plusieurs services entre eux, puisqu'on est sur des ouvrages qui mutualisent la gestion des eaux pluviales, mais aussi les arbres et la voirie. Donc il faut faire travailler entre eux des personnes de services différents. Et il faut prendre en compte que ce réseau, puisqu'il est considéré comme les autres, il faut prendre en compte les croisements de réseau qu'il peut y avoir. Donc éventuellement, par exemple sur notre projet, on a pris le parti qu'aucun réseau ne traverserait les tranchées de Stockholm et que les entrées chartières des futurs îlots serviraient au passage des réseaux. Quelques points positifs de ces ouvrages, c'est que ça nous permet d'une gestion durable des eaux de pluie, ça nécessite peu d'entretien, ça permet de mutualiser des ouvrages de fosses terre-pierre et des ouvrages d'infiltration, diminution des recours aux canalisations, une amélioration de la qualité paysagère et donc du cadre de vie sur le quartier. Ça nous permet aussi en phase d'aménagement provisoire sur cette ZAC de préfigurer les futurs espaces publics. En phase provisoire, donc on a aménagé des nids qui demain seront les futurs stationnements. Et aspect non négligeable aussi pour nos maîtres d'ouvrage, c'est que ça peut être subventionné par l'agence de l'eau. Donc là, typiquement, sur la ZAC des terrasses, il y a eu 60% de subvention de l'agence de l'eau sur les ouvrages proprement parlés des tranchées de Stockholm. Donc après, on peut passer quelques photos de réalisation. Lydie, je te laisse commenter. Du coup, sur ces photos, on peut voir du coup la mise en œuvre du mélange terre-pierre. Donc à gauche, la photo de gauche, on voit la fosse et qui est recouverte petit à petit en mélange terre-pierre, donc la photo du milieu. Et ensuite, alors nous, dans le chantier actuellement, on peut avoir qu'un retour d'expérience sur le mélange terre-pierre, puisqu'en fait, comme les travaux sont des travaux de voirie provisoire, on a choisi de réaliser que le mélange terre-pierre et de le recouvrir d'un géotextile et d'une noue. Et en fait, en définitive, quand les revêtements définitifs seront faits au niveau des stationnements, des trottoirs, on viendra faire la couche d'aération et le béton drainant. Donc voilà. Après, donc là sur la photo qu'il y a à gauche, on peut voir la planche d'essai qui a été réalisée, parce qu'en fait la tranchée de Stockholm nécessitait une validation de la métropole de Lyon. Donc ce qui a été choisi par l'entreprise, c'est de réaliser sa planche d'essai au niveau d'une des tranchées de Stockholm qui était un peu particulière sur la ZAC. Elle n'était pas rectiligne, mais plutôt en forme de patatoïde. Et du coup, son volume était plus important. Et en fait, l'entreprise a réalisé cette planche d'essai en escalier pour bien montrer le fait que les couches de mélange terre-pierre étaient faites vraiment couche par couche et pas sur toute la profondeur d'un coup. Et enfin, la dernière photo représente du coup les noues telles qu'elles recouvrent la tranchée de Stockholm et qu'on a protégées du coup sur toutes les voiries qui ont été réalisées. On les a protégées avec des GBA pour éviter un endommagement le temps que la tranchée soit finalisée. Voilà. C'est tout de notre côté. Ok, merci. Merci Arnaud et Lydie. Donc pareil, est-ce qu'il y a des questions, des précisions à apporter? Il y a de nombreuses questions sur le chat. D'accord. Je propose de les regarder. Elles sont très nombreuses. Il y en avait aussi une sur le Vanuatu tout à l'heure. Donc, je sais il y en pas avait si une, oui, sur le Vanuatu. Et il y en a beaucoup, effectivement. Par contre, Martine est connectée.
Donc, est-ce qu'on ne garderait pas les questions pour la fin? Ok. Oui, c'est une bonne idée. On fait comme ça. Voilà. On fait comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai regroupé toutes les questions, donc D'accord. elles vont revenir. Très bien. Donc, hello, Mr. Sorensen. Hello, everybody. You're welcome. Thank you very much. And thank you for the take invitation. the control if you want, and I'll let you make your presentation. Okay. François, le contrôle ne fonctionne pas, donc il va te dire next en fait. D'accord, ok. Martin, you just say next when, yeah. Okay. Well, next then. Well, hello everybody. Thank you for inviting me. My name is Martin. I'm a project manager at a Danish utility company, and I mainly design and build these SOTS solution or blue-green infrastructure. I will use the term SOTS about these systems. Well, mainly in the system where I come from, we have combined sewer system, and I would mainly talk about using SOTS in that system when we make separation projects and use SOTS in that term. So that's mainly what I will talk about. So and as a retrofitting element in an existing system where we have combined systems. Next. And I will mainly talk about, especially about the flexibility that we can have in these SOTS system and why that is interesting when we combine that or compare that to the traditional pipe system. So that is mainly what I will touch down on. I'm sure you have some of the same ideas, but I hope I can contribute with something that can fuel the discussion and inspiration. So next. So this is a bit simplified, but when we look at a building SOTS system, we mainly have these components with some green elements where we have the treatment and the cleaning of the water, and then we have also often the retention volume built in the system where it's placed. So when we compare that to the traditional pipe system, we see that we have the treatment and the retention of the stormwater is placed in the setting where the rain is falling. So it's, you might say that you decentralize the cleaning and the retention of the stormwater when you compare it to the pipe system where we transport the water and have a centralized treatment and retention in huge basins or at the wastewater treatment plant. Next, yes. So if we try and compare this, when we build our pipe systems, we often want them to last for about 100 years, and it's a very, it's not a very flexible system to use pipes. The pipe can only hold as much water as possible. So this means that we have a long lifespan and very little flexibility. So we have to be on the safe side when we make our investments and build our systems. So this means that we build in a lot of safety factors because we really have to be on the safe side. We don't want to change the systems for the next 100 years when we've built them. But when we look at the SOTS system, then the situation is very different. We find that there's a lot of flexibility. It's modular, so you can adjust them over time. And then, of course, these thoughts about you can put on some added value to this, so and have them they can contribute to the urban environment and with some positive effects. So you might say that this flexibility and modularity in the SOTS system means that that is what we could consider as being the safety factor in these kind of systems. Yeah. Next.
I mean that when we build these such system on a larger scale and use it as an alternative to the pipe system, we have to think a little bit different about this because of this flexibility and how it works. I've tried here to put out the lifespan of these two solutions. Again, if we build the pipe system, we have to be sure that it functions the next 100 years, and because we can't change it. So it makes sense to have advanced models, and we know exactly how the pipe works. So it makes sense to have it's valid to make models of this. So we that's the design phase where we model the system and build in our factors, and then we construct the system, and then we leave it be until it's commissioned and changed in about 100 years. If we could press next, and then we'll hopefully have a. Oh, that was a lot. Can you jump back a little bit? Backwards. Can we go back? Yes, thank you. But then when we look at the SOT system in the bottom of the screen, then we have a lot of uncertainty about how the system works. There's a lot that we can't really predict about this system, so we're a bit unsure if it will actually work when we build it. That's my opinion, at least. But then again, that might not be so problematic because, again, we have this system that is very easy to adjust and to add on functions to the system. So maybe we should have I believe we can have a more simple approach to calculating and designing these systems, and then we have to include some kind of lead-in time after we constructed it. So if you would please press next. You see that I've put in this phase where we have the design phase, that maybe this design phase of the SOT system should include a kind of lead-in time where we make some small adjustments to make sure that the system functions as it should be. And then again, along the lifespan of the system, we can make small adjustments along the way. We can add on more capacity, more retention volume, and that's possible with the SOT solution. So maybe it's another way of thinking asset management when we build SOT system as compared to the traditional pipe systems. And then I also put in a picture of a measuring point in the system, because if we are to make adjustments along the way of the lifespan and to see when we should make adjustments to the systems, then we need to have some kind of surveillance of the systems or measurement ongoing. So we tried and build in some, this example here, some Internet of Things, some small measurements that measure the water in the system, so we can predict when it is time to expand the system, when the weather condition or the city expands. So we need to have much more, you might say, surveillance of the systems if we are to use these kind of systems. Yeah. Next. Also one of the benefits that I want to enhance is when we build these systems, we often have much less excavation because we can keep these SOT system very close to the surface, and that is some of the things that we are working on to kind of enhance that.
So many of the solution that we use can be built right underneath the bearing layer of the road. So we can have these systems very close to the surface. So we don't need these huge and very deep excavations. It's more cost efficient. We don't need such much big machinery, and the working environment for the people and the contractors are better. But it also makes it very accessible. So if we want to, let's say, expand the capacity of this basin, it's very easy and can be done with small machinery. So it's much cheaper to make adjustments to the system. Yeah. Next. And again, it's very close to the surface, so it's very easy to make these adjustments. But then again, we need to make sure or find out when it is time to make these adjustments. So it requires some kind of surveillance and a more knowledge about the development and the function of the system as an ongoing process. Yeah. Next. So if I am to wrap up a little bit, just need my notes. Then you might see that, excuse me. I believe that you have a lot of flexibility in this system that you don't have in the pipe system, and you need to. There's a lot of potential to make optimization on this flexibility, and we need to talk more about the value that is embedded in this flexibility when we are to look at the systems, and not only to look at what is what's the price tag on these systems when we compare it to a traditional pipe solution, but also the value of this flexibility it has. I believe it should be quite a high value, as we have a very changing climate and a very changing way of using our urban areas. So in a world that is changing all the time, we need to have systems that is also able to change. And in this setting, the SOT system has something quite valuable to offer, I think, to the people that build these kind of infrastructure. But it also challenged the way that we normally think about building stormwater infrastructure when we build SOTs. In the designing process, in the way that we model and design it, as I mentioned, but also in the way we manage the system and in our way of assets management, managing our systems. And then again, when we start to make these kind of infrastructure very visible in the urban setting, then we need to be much more cross-disciplinary in the way we build. Yeah. So that was what I had, and hopefully you have some questions. And maybe Justine can help me with this. Thank you for the presentation. Justine, est-ce qu'il y a des questions pour Martin? Oui. Yes, there are questions, Martin. One was about intensity of rainfall in Sweden. So I just answered that it's actually in Denmark. Yeah. Je suis pas le seul à me tromper sur la géographie, alors ça me rassure. And then the total amount of rain per year, which I already answered to, and the rain intensity in terms of return period and so forth, which honestly I don't quite remember, but wasn't it like 50 millimeters for 100 years and something like that? Yes, as a present, and then when you in 100 years effect, so yeah, about 15 to 20 millimeters. Yes. Then someone is wondering about what materials are used to build those Lego blocks you're using. Yeah,
The last couple of projects I've had, we've used these. It's made of rock wool, but we also use plastic cassettes. So we use different kind of cassettes. What I've been aiming at is to find solution and these retention elements that can be placed very close to the surface. So it's something that is rigid and strong enough to bear the load of a road and traffic. So these solution that I have some slides on with rock wool. The rock wool is the blocks you just showed on yes. the right. Yeah. I'll just translate to French quickly. Donc, au niveau des matériaux utilisés pour les blocs qu'on a vus sur les images, c'est de la laine de roche. Martine utilise différents matériaux dans ses projets, puisque ça fait partie aussi des éléments de recherche par rapport à ça, où il cherche des matériaux qui ont la bonne efficacité, tout en étant compacts et suffisamment solides pour pouvoir garer des voitures au-dessus, par exemple, comment dire, et pour essayer de minimiser au maximum la profondeur des tranchées. Donc, il y a des matériaux de type plastique, etc. Il y a aussi une recherche sur l'impact carbone de ces matériaux. Donc, il y a vraiment toute une analyse multicritère là-dessus. Il y a beaucoup de questions là sur ce matériau là qui tombe. Je ne sais pas s'il serait éventuellement possible d'avoir une fiche technique qui serait diffusable aux personnes qui ont participé au web. Si, alors Martine a des slides sur les types de matériaux, donc ça il pourra me les envoyer et on pourra faire suivre aux participants si c'est possible, effectivement, en rajoutant peut-être à la suite du document. D'accord. Donc Rockflow, je me trompe peut-être sur la traduction du coup, laine de roche, mais alors ensuite, on a une question sur la pente minimale. Alors je ne sais pas si c'est une question pour Martine ou pour tout le monde en général. Je ne pense pas que Martine aura la réponse, mais je vais quand même lui poser la question. Martine, someone is wondering about the minimal slope you need to have for those type of systems. Do you have an answer on that? Well, the systems that I've showed here is based on you have the water percolates or penetrates or what do you call it? It soaks into the ground, and then we keep it all level. So we want to optimize the infiltration. Infiltration was the word, yeah. But now and then we have transportation, and then we consider this to be very clean water when it's, and we don't want the water to be transported quickly and efficient. So we go down to very, very low slopes again to keep the system very close to the surface. But then again, it's mainly the terrain that dictates this. So if we have, we really strive to keep the system very close to the surface, and also keep very, very, very low slopes on the pipes. I don't know if that made sense. Yes. Alors, si la question sur la pente minimale était pour Martine, sa réponse, alors déjà, juste pour préciser, le Danemark, c'est très, très plat. Hein. Sa réponse, c'était que d'une manière générale, ils essayent de garder la pente la plus faible possible, donc presque plat, parce que l'objectif n'est pas forcément de transporter ces eaux, mais de les infiltrer au maximum. Et quand il y a du transport, il reste toujours cet objectif de ralentissement des écoulements. Donc, on n'est pas vraiment sur, encore une fois, comme disait Olivier, on n'est pas sur de l'objectif inondation, mais bien dans le niveau de service, gestion des eaux plus courantes. Pour les inondations, il ne l'a pas abordé, mais sur ces projets en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des volumes prévus en surface qui, eux, servent, et donc des cheminements prévus en surface qui, eux, servent au transport rapide en cas de pluie très, très intense. Alors,
pose possible à contrepente. Martin, so someone is asking about whether it's possible then, if it's that close to the surface, to have it with a negative slope. Yeah, I guess the answer would be yes, if you just plan to store the water as much as possible. Yes, of course. Then you will store the water, of course. Yeah, and then you would have like an overflow. But we have mainly we have a lot of places where it's possible to infiltrate the water. So when we have the possibility to infiltrate the water, that's what we will do mainly in Denmark. Pour la pose à contrepente, oui, c'est possible si l'objectif principal est l'infiltration. Et là, du coup, on a vraiment cet aspect de volume qui vont infiltrer au maximum, mais avec peut-être des trop-pleins. Enfin, généralement, c'est même pas peut-être, c'est certainement des trop-pleins en cas de problème. Someone is asking if those are actually sort of sponges. Those yeah, rock flow? No, the rock flow, yeah, you kind of, yes. But they don't soak water like that, but they can store a lot of water. They have, it's about 95% pore volume, so they can contain 95% water in their mass, so they can soak up a lot of water. But they don't keep the water, so it'll leak out like a normal machine box. Yeah. It's just like you said like rock wool, right? Yes, rock wool, the same you use as insulation. Yeah, but that's it's what very I meant. hard pressed, and then it has a lot of bearing capacity. Oui, donc le Rockflow, les blocs qu'il a montrés, c'est bien de la laine de roche qui est très compactée et malgré tout qui a une capacité d'absorption de l'eau à 95%. Et donc, il va la restituer lentement pour l'infiltration. Donc, Rockflow, c'est pas... Enfin, oui, c'est le matériau, c'est de la laine de roche et Rockflow, c'est le nom du produit, en fait. I've seen that someone found the yes. product, so that's perfect. Denis a trouvé la fiche technique. Voilà, donc je pense que ça répond un peu à la perméabilité et l'indice de vide, donc 95% de capacité d'absorption. Did you study how these rock flow or like rock wool might evolve in time, like disintegrate or something? Well, not much, but we don't consider it to be a problem in the lifespan of these systems. So if we expect them to last for 50 years, there shouldn't be any problems about that. We have had it's not a new thing to use rock wool. It's been used many years in combination with water and holding water and storing water. So it's not something new. So we don't have any concerns about that when it comes to just pouring rainwater. But of course, you have to be very careful not to bring a lot of suspended material or organic matter or leaves. So you have to have a system or use them in a constellation where you make sure that the water is quite clean, that you put into the detention volume that you create on this way. Yeah, then I have the next question that kind of fits with this. Do you use a kind of geotextile to filtrate the water above so that no, there's so much fines in it? No. These blocks are very fine. So it's, you might say, the surface is a geotextile in itself. So we don't put geotextile around this solution. We do that when we use the plastic cassettes. We also use that. So it's not something that we use, but we don't use geotextile around it, and we don't use geotextile as a way of filtration of the water. No, only not not only on filtration, but maybe also to reduce the fines that might get into the cassettes. Yeah, no. The structure in itself doesn't allow it to sink in. So sometimes it's used to
to make the system more stable. And I see a picture here where there's a textile over, but we don't normally use that. No. Okay, and then you said many years, but how long do you know if precisely how long it's been used? No, not exactly. But it's like 10 years or more? Oh, definitely more. Donc pour l'antériorité du système ou combien de temps la méthode a été utilisée, alors en tout cas au Danemark, depuis bien plus que 10 ans. Donc il y a un retour d'expérience assez... Enfin, ils sont assez confiants justement sur comment dire, la conservation du matériau, donc qui répond à la question sur la dégradation dans le sol. Au sens strict, non, mais ils ont un retour d'expérience qui leur permet d'affirmer qu'ils ont une espérance de vie, enfin du moins une durée de vie sur ce type d'installation d'environ 50 ans. Même s'ils s'attendent à de toute façon devoir réadapter bien avant 50 ans, puisque toute l'idée est de pouvoir fonctionner comme des blocs de Lego qui peuvent s'adapter au changement climatique. Ok, alors il y a encore quelques questions, mais le temps passe. Je proposerais peut-être de passer aux questions sur les deux premiers thèmes qui ont été peut-être abordés, de façon à ce que voilà, les différents sujets soient abordés. Pour les questions prochaines, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est les prendre et puis les transmettre à Martine par la suite. Oui, et voilà. puis on vous fera un petit document de Voilà, réponse. exactement. OK, thank you, Martin. Martin, you have more questions coming your way, but I'll send them through email. Okay, that is perfect. Too many. And I hope that, well, we talked about a lot about Rockwool, but my main point was actually that there's a lot of flexibilities in this system, and that is, from my point of view, a very interesting thing that we should talk more about in our way, in our business. Yeah. Don't worry, I remind them. Thank you. Thank you very much. Bye. Welcome. Bye. Peace. Nice. Yeah. Bye. On peut peut-être reprendre les questions depuis les premières concernant l'intervention d'Olivier. L'intervention d'Olivier avait principalement une question qui a été en partie répondue déjà par Romain, et donc plus une affirmation de la part d'Olivier qui était à quoi était dû le colmatage précoce du réseau de drainage au Vanuatu. Alors en effet, ce sont les fines qui sont transportées par les eaux de pluie. On est sur des terrains qui sont relativement pentus, avec des voiries qui ne sont pas revêtues, qui sont en terre. Et malheureusement, dans ces quartiers des bidonvilles, on n'a pas forcément énormément de végétation ou d'herbe. Donc dès lors qu'on a ces pluies particulièrement intenses qui s'abattent sur les terrains, elles se chargent en fines, en effet. Et au point bas où il devrait y avoir l'infiltration, il a été constaté ce colmatage qui ne permet pas de profiter de pourtant une belle perméabilité des sols. Ok, merci. Merci Olivier. Alors, il y avait aussi beaucoup de questions sur les tranchées de Stockholm. Eh ben, on y va alors. Alors, elles se regroupent en gros en 3 grands groupes. La partie technique, c'est-à-dire exactement comment elles sont conçues. Une partie qui est plus dans l'usage de type est-ce qu'on peut garer des voitures dessus, etc. Et une partie qui est plus dans l'entretien. La maintenance et l'entretien, ce qui est effectivement hyper important. Donc, on a une question sur le pourcentage de terre végétale dans le mélange terre-pierre. Alors, c'est de mémoire, ça doit être 40 mètres cubes de terre pour 100 mètres cubes de pierre, pour garantir l'indice de vide. Donc 40% de terre végétale, à peu près. Enfin, non, plus que ça, en fait. Ouais, c'est un peu. Ouais. Oui, c'est 40 mètres cubes pour 100 mètres cubes. Ouais. C'est ça, 40 mètres cubes, donc ouais, c'est ça, 100%. Et comment est traitée l'interface entre la tranchée de Stockholm et le corps de chaussée? Alors, il y a eu cette question s'est posée effectivement pendant la conception, de mettre un géotextile ou pas. Le choix a été fait de ne pas mettre de géotextile parce que
en discussion avec la métropole. On avait peur que celui-ci entraîne plus de colmatage des bétons en partie supérieure. Donc on a fait le choix de pas en mettre et d'accepter qu'il y ait des films qui puissent aller, ou d'autres petits déchets puissent aller dans la tranchée. On a aussi une question sur les espèces ornementales, enfin les arbres utilisés pour ce type de tranchées. Est-ce qu'il y avait par retour d'expérience, est-ce qu'il a été constaté que certaines espèces n'étaient pas adaptées à ce type de tranchée? Alors, le retour d'expérience sur la ZAC, on ne l'a pas encore, parce que les arbres ne sont pas encore plantés. Je ferai voir avec la métropole de Lyon sur les premiers essais ou les premiers aménagements qui ont été faits, quel retour ils ont. Sur la strate végétale, par contre, ce que je peux dire, c'est que les arbres ont un développement plus rapide et plus important. Alors ensuite, on a beaucoup de questions sur l'entretien et sur la vie en fait de ces tranchées, et notamment sur le risque, pourcentage de risque de colmatage par les débris et par les fines. Alors, effectivement, il peut y avoir un risque de colmatage, notamment nous sur les bétons drainants. Donc l'idée, c'est qu'on suive ça d'un peu plus près et de voir s'il y a besoin de faire un entretien régulier, d'envoyer de l'eau sous pression, par exemple, pour décolmater. Et si oui, tous les combien de temps il faut le faire. Donc ça fera partie aussi du côté expérimental, du suivi de ça dans le temps. Et du coup, au niveau de l'entretien des bétons drainants, quelqu'un se posait la question de comment ils étaient entretenus. Au-delà du décolmatage avec de la haute pression régulière. Donc après, j'ai pas en tête tous les combien il faudrait le faire, mais voilà, c'est comme ça que ce sera fait. Et notamment en termes de béton, justement, il y a des interrogations sur la qualité des bétons, des matériaux utilisés pour la construction, et les risques de relargage dans les eaux. Et donc, il y a des questions sur est-ce qu'il y a des contrôles là-dessus. Alors j'ai vu la question, j'ai pas compris si elle était liée aux bétons drainants qui vont être faits sur la tranchée, ou si c'est pendant les phases de construction des bâtiments de la ZAC. Si c'est pendant la phase de construction, c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas fait les tranchées de Stockholm dans leur intégralité, et que pour l'instant c'est des noues. Et là, dans ce premier temps, on a mis un géotextile et quelques centimètres de terre végétale pour faire les noues. Et s'il y avait des rejets de béton dans cette phase chantier, le géotextile est là pour les arrêter. Et cette partie-là sera retirée et remplacée à terme par la partie drainante et le béton drainant. Si c'est sur les bétons drainants, effectivement, ça fera l'objet de procédures un peu particulières de mise en œuvre pendant la phase chantier. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver justement sur les bétons drainants, sur leur porosité. Alors, comme ça, j'ai plus la réponse en tête de la porosité du béton. Je crois que classiquement, les bétons drainants ont une porosité de l'ordre de 30 à 40%, il me semble. Et on a aussi des questions sur les coûts d'entretien, notamment entretien des puits. D'ailleurs, quelqu'un demande s'il y a des retours d'expérience sur la partie entretien des puits. Donc, est-ce qu'on a une idée des coûts liés à l'entretien de ce type de système? Alors, on pourra peut-être faire des compléments de réponses par ailleurs, parce que je ne les ai pas en tête comme ça, mais des retours d'expérience certainement, puisque les puits sont jamais que des puisards d'infiltration qu'on fait déjà de manière classique dans des projets d'aménagement depuis de nombreuses années. Donc ça, on pourra transmettre des éléments là-dessus. Quelqu'un s'interrogeait aussi sur le fait de pourquoi les réseaux concessionnaires ne pourraient pas traverser ces tranchées.
Alors, ça, c'est un choix sur la ZAC, parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retour d'expérience sur ça, et donc peu d'habitude en cas d'intervention sur un réseau pour reconstituer la tranchée de Stockholm conformément à sa mise en œuvre, c'est-à-dire avec du matériaux drainants. Et donc, pour éviter tout souci d'une tranchée de Stockholm qui serait dégradée et remblayée de façon classique, comme on a l'habitude de le faire à l'heure actuelle, on a pris le choix de ne pas avoir d'interface avec les autres réseaux, ou le minimum possible, pour s'éviter ce genre de problème ultérieur. Mais effectivement, en soi, techniquement, il n'y a rien qu'empêche de le faire, si ce n'est des vigilances en termes d'intervention future. Et je pense que des personnes souhaiteraient 2 mots sur le financement de l'agence de l'eau, sur les financements de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je pense qu'on peut laisser la parole à M. Potra, alors, s'il est encore là. Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Déjà, c'est vraiment très intéressant d'avoir pu voir ces présentations, et j'ai bénéficié, comme vos collaborateurs, des explications très techniques sur la tranchée de Stockholm. Donc, c'est un projet que j'ai eu l'occasion de suivre, puisque j'instruis les dossiers sur l'agglomération lyonnaise de demande d'aide. Sur l'agglomération lyonnaise, on a financé entre 2016 et 2019 plus d'une centaine d'hectares par ce que vous avez appelé donc les techniques alternatives, et qu'on essaye d'appeler maintenant l'infiltration à la source des eaux pluviales, pour justement que ça devienne la norme. Donc, l'agence de l'eau apporte des aides pour déconnecter ces eaux pluviales des réseaux, des égouts, et prioritairement pour les petits événements pluvieux. Le diagnostic qu'a fait la métropole de Lyon, par exemple, sur le sujet, c'est que dès les pluies un peu importantes, de toute façon, les égouts sont saturés et ça déborde de toute façon. Donc, ce qui est primordial, c'est de pouvoir gérer les premiers événements pluvieux, et pas nécessairement d'aller jusqu'à un événement centennal, voire même trentennal. Ça, c'est l'enjeu pour limiter les débordements des déversoirs d'orage. Après, nos modalités d'aide, elles sont en fonction de la surface déconnectée. Donc, on vous interrogera, et je dis on, que ce soit le maître d'ouvrage ou qui se retourne généralement vers son maître d'œuvre, sur la surface déconnectée entre la situation initiale du terrain, imperméable en partie, et la situation après travaux, ce qui n'est pas un exercice naturel quand on dimensionne un ouvrage d'infiltration. Et c'est sur cette surface qu'on applique un coefficient financier de 40 € par mètre carré déconnecté, ce qui nous définit un plafond de dépenses éligibles à nos aides. Et donc, si les travaux de gestion des eaux pluviales, donc de création de la tranchée de Stockholm, y compris au prorata les coûts d'études, ou l'intégralité des coûts d'études pour la tranchée de Stockholm, si on arrive à les identifier dans le projet global. Donc, tous ces coûts, s'ils sont inférieurs au coût plafond, ils sont financés à 50%. Dans le cadre du 11e programme, donc c'est-à-dire jusqu'en 2024, ce qui donne une certaine visibilité. Et dans le cadre du contexte actuel de crise sanitaire, l'Agence de l'eau a lancé un appel à projet rebond eau, biodiversité, climat, qui porte ce taux jusqu'à 70% pour encore une année, toute l'année 2021. On est par contre vigilant à présenter ces aides sur les dossiers qui sont mûrs, c'est-à-dire prêts à s'engager en termes de travaux. Voilà. Si vous avez des questions, vous aurez mes coordonnées. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis référent au niveau de la région Rhône-Alpes, et j'ai des collègues, j'ai vu, qui étaient présents aussi pour la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis aussi pour le bassin méditerranéen. Ok, merci pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Justine.
Peut-être pas absolument toutes les questions, mais on va manquer de temps, donc je les récupère toutes. Et comme pour Martine, je propose qu'on fasse un point et chaque interlocuteur pourra répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Ok, très bien. Il est 18h58, on avait 19h. Donc on est pile dans les temps. Yves, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots en conclusion. Non, seulement un remerciement à tous les participants et contributeurs et à renouveler, y compris sous cette forme-là. Je trouve que ça permet, alors le présentiel est évidemment très bien et on a hâte de le retrouver, mais on voit qu'on peut avoir aussi beaucoup plus de participants comme ça. Donc peut-être qu'au niveau de nos formats, ce sera réimaginé avec l'équipe du Hub pour faire une fois sur deux, à voir, en fonction des sujets. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Oui, merci à tous. Merci de votre présence. Et puis, sans doute à très bientôt. Au revoir. Et puis, on verra comment on diffuse également la vidéo, si certains, pour les personnes qui n'ont pas pu assister jusqu'à la fin de la présentation, pour qu'ils puissent regarder en replay cette présentation. Bonne soirée. Merci. Au revoir, merci.